Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Odile, la plateforme francophone des initiatives de lutte contre, la désinformation. Je suis Sophie et je suis ravie de vous retrouver pour cette, formation, la septième de la saison avec, Vincent Couronne des Surligneurs. Vincent, bonjour, vous êtes, cofondateur et directeur donc des Surligneurs, média spécialiste du legal checking. Vous êtes également docteur en droit et enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et enfin, vous êtes trésorier de l'European Fact-Checking Standards Network. Voilà, donc Vincent, c'est à vous pour la formation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Sophie, donc je m'appelle Vincent Couronne et je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'est le legal checking. Alors, le legal checking, c'est en bon français, hein, donc c'est vrai que pour cette formation de l'ODIL, on va essayer d'utiliser le plus possible des termes en français. Mais il se trouve que le legal checking est une activité qui est partie intégrante du fact-checking, la vérification des faits. Et s'il est possible de traduire fact-checking par vérification des faits, il est en réalité assez difficile de traduire legal checking en français, sinon de dire la vérification du droit, mais ça n'a pas beaucoup de sens, du moins dans l'esprit des lecteurs ou des auditeurs des médias, ça n'a pas forcément de grande signification. C'est pour ça que nous parlons de legal checking, pour bien faire le rapport avec le fact-checking dans l'esprit de nos lecteurs. Alors, le fact-checking comprend en fait toute une myriade de pratiques. Vous connaissez le fact-checking qui est fait grâce grâce aux sources ouvertes, par exemple. Il y a du fact-checking aussi scientifique. Il existe un média francophone et anglophone qui publie dans les deux langues, qui s'appelle Science Feedback, par exemple, qui fait beaucoup de vérification des faits en matière climatique, en matière scientifique. Et puis, il y a le fact-checking juridique, comme nous on le fait, c'est-à-dire le legal checking. Alors, on va voir au cours de cette séance 5 points différents. Le premier point étant le fait que le legal checking, c'est une pratique reconnue du fact-checking. On va voir comment. Il va bien falloir, si on parle de fact-checking juridique, de legal checking, définir ce qu'est le droit. Alors, passage obligé. Et puis, on verra également qu'il y a deux faces au legal checking, qu'il y a deux aspects, contrairement au fact-checking classique, et on verra justement quels sont ces deux aspects. Il y a la question des sources qu'il va falloir traiter, bien sûr, parce que les sources juridiques ne sont pas forcément les mêmes que les sources lorsque l'on parle de vérification de faits. Et puis surtout, l'interprétation de la source, qui là, ici, va nécessiter en fait un travail bien plus complexe que lorsqu'on veut vérifier des faits, puisque le droit, eh bien, il peut être interprété parfois de différentes manières. Commençons donc par la question du legal checking comme étant comment dire, un élément reconnu du fact-checking. Alors le legal checking, déjà une petite histoire, c'est un concept qui est né avec les surligneurs, qui a été créé en 2017 en France et qui est un média qui vérifie les propos des personnalités politiques par le prisme du droit. Et donc, lorsque les surligneurs ont lancé cette initiative de legal checking, en fait, ils n'étaient en réalité pas les premiers à faire à proprement parler du legal checking, c'est-à-dire que d'autres médias de vérification des faits faisaient déjà du legal checking, mais sans forcément s'en rendre compte. Ce qu'ont fait les surligneurs, c'est mettre un nom sur cette pratique-là et surtout une méthode. Parce que les journalistes qui travaillent aux surligneurs sont tous juristes et ils sont tous chercheurs à l'université. On verra que ça a une importance quand on parle de legal checking. Et puis, assez rapidement, donc en 2020, les surligneurs ont été reconnus comme étant un média de fact-checking vérifié, donc signataire du code de l'International Fact-Checking Network. En 2023, cette année donc, les surligneurs ont adhéré ensuite au code déontologique du European Fact-Checking Standard Network,
Pardon pour mon français, encore une fois, mais il va y avoir quand on parle forcément de ces choses-là, il y a beaucoup de termes en anglais. Mais ces 2 reconnaissances montrent que les surligneurs font partie intégrante et en tant que média de legal checking, font partie intégrante de la famille du fact-checking, reconnue comme telle par les experts du fact-checking. Alors maintenant qu'on a dit ça, le droit, c'est quoi? Point de départ, quand on s'interroge sur le sens ou ce que c'est que le legal checking et surtout comment en faire. Alors, quand on parle de droit, il y a en fait 2 significations au droit. Et puis surtout, quand on parle de droit, on verra que la notion est à peu près indissociable de celle d'état de droit. Le droit a 2 aspects. D'abord, ce qu'on appelle le droit objectif. Donc, quand on va faire du legal checking, quand on va vérifier un propos d'une personnalité publique ou une déclaration ou un post sur les réseaux sociaux au regard du droit, il faut avoir conscience qu'il y a d'abord cette notion de droit objectif, c'est-à-dire l'ensemble des règles juridiques officielles qui ordonnent les rapports humains. En ce sens que le droit, il est normatif, c'est-à-dire qu'il indique ce qui doit être, et il est sanctionné en dernier recours par la force publique. C'est-à-dire que si le droit n'est pas respecté, si la norme n'est pas respectée, il pourra y avoir potentiellement une sanction. Pas toujours, mais en tout cas, une sanction en général est prévue par la norme. Concrètement, l'existence du droit se manifeste dans ses diverses sources formelles. C'est quoi? C'est les lois, les décrets, les traités internationaux, les coutumes, la jurisprudence, c'est-à-dire la quantité de toutes les décisions prises par les décisions de justice. Mais il y a d'autres formes de sources juridiques, de normes qui ordonnent les rapports humains. Des directives, des règlements, des lois organiques, les constitutions, bien sûr, et cetera, et cetera. Donc il y a tout un tas de différents types de normes, qui vont être considérées comme étant le droit objectif. Le droit objectif, c'est le droit tel qu'il est, tel qu'il existe. Ce sont les normes qui s'imposent, dans une société, les normes juridiques dans une société. À côté de ce droit objectif, il y a une autre facette du droit, qui est ce qu'on appelle le droit subjectif, ou en général, c'est ce qu'on appelle les droits. Quand on dit les droits, ben ça en fait, on va désigner plutôt des prérogatives qu'ont les individus, de faire valoir leurs droits. Ce qu'on appelle un droit subjectif, eh bien, ça se rapporte au sujet, dans la mesure où il constitue un intérêt individuel juridiquement protégé. Alors c'est un peu théorique, un peu compliqué peut-être à comprendre, mais en fait, le droit, quand on parle des droits et du droit subjectif, ça concerne en fait la capacité qu'ont les individus à faire valoir leurs droits. Leurs droits, où est-ce qu'ils sont inscrits? Ils sont inscrits dans le droit objectif. Lorsque vous avez une loi qui est adoptée par un parlement dans un État, cette loi va prévoir toute une série de dispositions et ensuite les individus ont la possibilité, si jamais cette loi est mal appliquée, les individus ont la possibilité de faire valoir leurs droits au titre de cette loi pour la faire appliquer de manière effective. On peut parler aussi quand on parle de droits subjectifs, de droits patrimoniaux, c'est-à-dire des droits qui peuvent avoir une valeur pécuniaire et peuvent être transmissibles, ou de droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de valeur pécuniaire. Mais ici, quand on parle de droits subjectifs, en réalité, ça n'a pas beaucoup de lien avec le legal checking. Quand on fait du legal checking, on va vérifier en fait la conformité d'une déclaration avec le droit objectif, mais on va pas du tout s'occuper de savoir, si, une personne a des droits, qu'elle peut faire valoir. Ici, on va vraiment s'occuper uniquement non pas des questions personnelles, moi personnellement, est-ce que, je peux aller devant un juge pour faire valoir, un droit, que j'ai, dont je suis titulaire? Ça, ces questions-là, ça ne nous occupe pas quand on fait du legal checking. La question qu'on va se poser essentiellement, c'est: cette déclaration est-elle conforme ou pas à ce que dit la loi, à ce que dit le droit de manière générale? Donc, le legal checking a à voir surtout avec le droit objectif, mais non pas avec le droit subjectif.
Mais quand on parle de droit et quand on a défini ce que c'est que le droit, en fait, très rapidement, on se pose la question de comment est-ce qu'on va pouvoir interpréter ce droit? Comment est-ce que on va pouvoir dire: «Bon, bah, je suis, dans un État, dans un pays, voilà le droit qui s'applique, le droit objectif qui s'applique dans ce pays, voilà la liste des normes et maintenant pour savoir si, ce que dit un politicien, ou une politicienne est conforme au droit, bah, la question qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce que les normes sont contraignantes? Est-ce qu'elles s'appliquent vraiment? Bah, en fait, s'il y a une norme, c'est qu'elle s'applique. S'il y a du droit, c'est qu'il faut l'appliquer. Donc, en fait, quand on parle de droit, ça suppose forcément qu'on se place dans une perspective d'état de droit. C'est-à-dire, un état de droit, qu'est-ce que c'est? Bah, je veux dire, à quoi bon adopter des normes si c'est pour ne pas les respecter? Donc, dans un état de droit, on va partir du principe qu'il faut respecter le droit, il faut respecter les normes. Si un État signe et ratifie un traité international, bon, ben, ça veut bien dire que l'État s'engage à respecter ce traité international. Si un État adopte une loi, ça veut bien dire que l'État s'engage à appliquer, cette loi et ainsi de suite. Donc en fait, quand on parle de droit, on suppose toujours que ce droit, il est contraignant et que ce droit, en fait, bah, il doit être appliqué. Et c'est ce qui fait qu'on est dans un état de droit ou en tout cas qu'on cherche à comprendre le droit dans un contexte d'état de droit. Alors pour être plus précis, qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? C'est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. En d'autres termes, dans un état de droit, tous sont soumis au respect du droit, y compris les institutions, les politiques, etc., enfin les personnalités politiques, etc. Donc dans un état de droit, les citoyens doivent respecter le droit, c'est sûr, ce sont des sujets de droit, mais le Parlement, l'État lui-même est aussi un sujet de droit. Donc si l'État viole le droit, eh bien, il pourra être condamné ou en tout cas, on devra rechercher en fait à ce qu'il soit condamné parce qu'il a violé le droit et que dans un état de droit, l'État lui-même est soumis au respect du droit. Si je donne un exemple concret, lorsque, par exemple, la loi, impose que, il ne faut pas discriminer, en fonction de la langue ou en fonction de l'origine ethnique, bah, ça veut dire qu'une entreprise privée ou une personne, un individu peut pas faire ce genre de discrimination. Mais ça veut dire aussi que l'État ne peut pas procéder à ce genre de discrimination. Donc l'État non plus ne peut pas adopter des lois ou recruter des fonctionnaires ou ce genre de choses en discriminant sur l'origine ethnique ou sur la langue. Donc tous, dans un état de droit, sont soumis au respect du droit. Ça, c'est hyper important. Enfin, c'est vraiment le la base vraiment de ce que c'est qu'un état de droit. Bon, mais quand on parle d'état. Donc, je veux dire, vous comprenez bien du coup que quand on parle de droit, la conséquence, forcément, c'est de parler d'état de droit. C'est-à-dire que si on considère qu'on vérifie un propos d'une personnalité politique par rapport au droit, ça veut dire qu'on attend de cette personnalité politique qu'elle respecte le droit. Donc, forcément, on se place dans une perspective état de droit. Même si le pays dans lequel on est n'est pas forcément très respectueux de l'état de droit, même s'il y a des lacunes sur la construction de l'état de droit. C'est le cas de tous les pays dans le monde. Il y a toujours des lacunes, en fait, dans l'état de droit. Mais il y a cette ambition, malgré tout, de se dire on se place dans une posture de respect du droit. Euh, Quand on parle d'état de droit, on va considérer qu'il y a trois conséquences au fait d'être dans un état de droit ou en tout cas de dire on va vouloir faire respecter le droit. La première conséquence, c'est que l'état de droit suppose une hiérarchie des normes. C'est-à-dire que vous avez dans tout système dans lequel il y a du droit, une hiérarchie entre les normes, la norme la plus basse à la norme la plus élevée. La hiérarchie, elle n'est pas toujours la même dans tous les pays, mais tous les pays ont une hiérarchie des normes.
Il y a, par exemple, si je prends le cas de la France, on a, en bas de la hiérarchie des normes, ce qu'on appelle le bloc réglementaire, les décrets, les arrêtés, les circulaires. Et il y a même une hiérarchie entre ces 3 types, c'est-à-dire que les circulaires sont en dessous des arrêtés, qui sont en dessous des décrets. Et puis au-dessus, on a ce qu'on appelle les principes généraux du droit, ça je ne vais pas m'y attarder. Au-dessus encore, on a la loi votée par le Parlement. Au-dessus, on a les traités internationaux et encore au-dessus, on a la Constitution. Et puis même, on pourrait considérer qu'au-dessus de la Constitution, il y a encore d'autres normes, comme par exemple le droit de l'Union européenne ou certaines autres normes, valeurs, etc., qui sont au-delà de la Constitution. Cette hiérarchie des normes est importante quand on fait du legal checking, à garder en tête, parce que ça signifie que une loi doit forcément respecter une norme qui lui est supérieure. Une loi doit forcément respecter, par exemple, les traités internationaux. Les traités internationaux, eux, ils doivent forcément respecter la Constitution. Alors après, il y a certains pays dans lesquels les traités internationaux sont au même niveau que la Constitution, voire parfois au-dessus. Mais en tout cas, c'est à prendre en compte. La Constitution doit parfois respecter les traités internationaux s'ils sont au-dessus, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire, par exemple, si on veut vérifier une déclaration d'une personnalité politique, une déclaration qui est certes conforme à un décret ou à une loi qui a été adoptée, mais si cette loi est contraire à la Constitution, il va falloir le prendre en compte. C'est-à-dire que peut-être que la déclaration est juste si on regarde juste la loi, mais peut-être qu'elle est fausse si on met la loi en rapport avec la Constitution. Bon, la deuxième conséquence de l'état de droit, c'est l'égalité. L'égalité entre les sujets de droit, c'est-à-dire non seulement entre les citoyens, mais aussi entre tous ceux qui sont soumis au droit. C'est-à-dire, il y a une égalité entre les citoyens, mais aussi l'État. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'état de droit suppose que tous sont soumis au respect du droit. Donc, moi, je n'ai pas le droit de violer la loi, eh bien, un ministre n'a pas non plus le droit de violer la loi. Vous voyez, c'est un peu le genre, moi, je peux pas traverser je peux pas griller un feu rouge, un ministre ou un député peut pas non plus griller un feu rouge. OK? Sauf si il y a urgence, mais dans ces cas-là, la loi prévoit dans quelles conditions le ministre peut griller un feu rouge. S'il a un convoi, si voilà, avec des policiers qui l'accompagnent, etc. Là, pour le coup, il peut griller un feu rouge. Tout comme les pompiers, les services de secours, etc., peuvent, dans certaines conditions, prendre des sens interdits, etc. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont prévues par la loi. En dehors de ça, on reste tous égaux face à la loi. Donc, l'état de droit suppose forcément une égalité de tous, hein, devant le droit et devant la loi. La troisième conséquence de l'état de droit, c'est avoir accès à une justice indépendante. Déjà, il faut avoir accès à la justice. Si vous n'avez pas accès à la justice, eh bien, à quoi bon avoir un droit? À quoi bon faire des lois? À quoi bon avoir une constitution s'il n'y a personne pour la faire respecter? Donc ça, c'est un élément aussi fondamental dans l'état de droit, c'est que si vous n'avez pas accès à une justice, vous ne pourrez jamais, en fait, assurer l'égalité de tous les sujets de droit devant l'État, devant la loi, mais vous ne pourrez pas non plus assurer le respect de la hiérarchie des normes. Si vous ne pouvez pas dire, eh bien, je ne sais pas moi, telle administration de l'État a enfreint la loi, si vous ne pouvez pas aller devant un juge pour qu'un juge puisse condamner cette administration et condamner l'État parce qu'il a violé la loi, eh bien, il n'y a pas d'égalité en fait finalement. Et puis surtout, on ne fait pas respecter la hiérarchie des normes. Ce qui dit que, eh bien, la Constitution prime sur la loi et surtout que l'État doit respecter la loi. Cette justice, elle doit aussi être indépendante, dans le sens où c'est très bien d'avoir accès à la justice pour faire respecter le droit et le faire respecter par tous, mais encore faut-il que cette justice soit indépendante, c'est-à-dire qu'elle puisse statuer et rendre des décisions en toute indépendance, sans avoir de pression extérieure, en évitant la corruption, et surtout en s'assurant en quelque sorte que, eh bien, la justice va rendre une décision qui est fondée sur le droit, donc fondée sur le droit et pas sur d'autres considérations.
Hem, Par exemple, on peut très bien avoir accès à la justice, mais si elle est pas indépendante, ça fonctionne pas. Il y a l'exemple de la Pologne. En Pologne, depuis quelques années, la justice n'est plus vraiment indépendante parce que le tribunal constitutionnel polonais, hem, eh bien, ses membres sont nommés par le parti au pouvoir, le parti politique au pouvoir. Enfin, une bonne partie de ses membres sont nommés par le parti politique au pouvoir. Et surtout, les juges du tribunal constitutionnel peuvent désormais faire l'objet de poursuites pénales s'ils ne respectent pas, s'ils n'appliquent pas bien la loi. Et qui décide de si ils appliquent bien ou pas la loi? C'est un conseil disciplinaire, et ce conseil disciplinaire est composé de membres nommés tous par le pouvoir politique, par le parti politique au pouvoir. Donc, en quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis juge en Pologne, que je rends une décision, mais qui ne va pas plaire au parti au pouvoir, eh bien, on pourra toujours porter plainte contre moi devant ce conseil disciplinaire. Et ce conseil disciplinaire n'est pas du tout indépendant, vu qu'il est nommé par le parti au pouvoir, et va donc potentiellement me sanctionner. Il y a aujourd'hui des juges en Pologne qui font l'objet de poursuites pénales et qui risquent la prison parce qu'ils ont rendu une décision qui ne plaisait pas au gouvernement. Donc ça, évidemment, c'est pas une justice indépendante. Donc c'est pas une justice qui est là pour assurer l'égalité de tous et de faire respecter la hiérarchie des normes. Ça a plein de conséquences de ne pas avoir une justice indépendante. Ça facilite la corruption. Si vous regardez, si je prends l'exemple de la Pologne, il y a des détournements de fonds, notamment de la part du ministre de la Justice, des détournements de fonds sur lesquels il y a eu des enquêtes européennes. Mais jusque-là, tous les juges qui ont essayé d'enquêter et de condamner ce ministre de la Justice, en fait, ont été systématiquement traîné, si vous voulez, devant ce conseil de discipline polonais qui a ensuite initié des poursuites judiciaires contre ces juges. Donc, voilà, le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas en fait lutter contre du détournement de fonds, de la corruption, du trafic de marchés publics, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, au final, vous n'êtes plus vraiment dans un état de droit, puisque l'État et les ministres, les députés, etc., ne sont plus soumis au respect du droit. Ils peuvent s'en affranchir complètement. Donc un état de droit, c'est trois éléments: hiérarchie des normes, égalité et accès à une justice indépendante, parce que sinon, vous n'avez pas d'état de droit. Et si vous n'avez pas d'état de droit, eh bien en fait, c'est toute votre architecture juridique, tout votre droit en fait qui s'effondre. Bien. Ça, c'est quelques éléments, si vous voulez, préliminaires, avant de rentrer un peu dans le dur du legal checking, pour bien comprendre, en fait, quand on parle de droit, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Et si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, quand on parle de droit, je disais qu'il y a des interprétations qui sont possibles, mais surtout, il y a comment dire? Des théoriciens du droit ou des théories du droit qui ne vont pas aller dans ce sens-là. Il y a des professeurs de droit, des chercheurs en droit, qui vont considérer qu'en fait, le droit n'implique pas forcément l'existence d'un état de droit. Certains vont même considérer que le droit, ça n'existe pas vraiment. Pourquoi est-ce que le droit, ça n'existerait pas vraiment? Bien, tout simplement parce que certains considèrent que, qu'est-ce que c'est que la loi? Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est juste, c'est de l'encre, sur du papier qu'on met dans un code ou qu'on met dans un voilà, et qu'on publie, qu'on imprime, mais c'est rien de plus que ça. Qu'est-ce qui fait qu'on respecte la loi? Hem, En fait, on a juste un rapport totémique au droit, en fait. C'est ce que, certains juristes disent, c'est-à-dire que vous avez beau avoir une constitution ou un code civil, qu'est-ce qui fait que tous, à partir du moment où c'est inscrit dans un code civil ou dans la constitution, on va le respecter? Alors quand je dis tous, c'est vous et moi, mais c'est aussi, les services de police. Qu'est-ce qui font que la police, si jamais vous traversez au feu piéton rouge, ou si jamais vous commettez un crime, qu'est-ce qui fait que la police va venir vous arrêter en application de la loi? C'est parce qu'ils ont une hiérarchie qui leur dit d'appliquer la loi?
Bah, en fait, cette hiérarchie aussi, elle croit ce qui est écrit, enfin, comment dire? Dans un code, dans une constitution. Tout ça, en fait, c'est un peu du vent, en fait. Tout ça, c'est vraiment que de l'encre sur du papier et c'est de l'encre sur du papier qui vient d'une décision qui a été prise par des personnes, alors qui ont été élues, pas élues, on ne sait pas et cetera, mais ça dépend. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va respecter tout ça? Qu'est-ce qui fait que si vous voulez il y a un exemple que je donne souvent, en France, par exemple, au 19e siècle. En 1848, il y a Louis-Napoléon Bonaparte qui devient président de la République. Donc c'est le neveu de Napoléon Ier. Il devient président de la République et se fait élire au suffrage universel direct président de la République. Et dans la constitution de la République, c'est là à l'époque la Deuxième République, dans la constitution, il était inscrit qu'il était absolument interdit pour le président de dissoudre le Parlement. Que fait Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, 3 ans plus tard? Il prend un décret de dissolution du Parlement. Quelque chose complètement interdit par la Constitution. Mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Il a créé une police qui a confiance en lui, et le jour où il prend le décret, il envoie les policiers arrêter les députés au Parlement pour éviter qu'ils contestent la décision qu'ils viennent de prendre. C'est un coup d'État. Bon, bah, Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient ensuite Napoléon III parce qu'il restaure l'Empire, Louis-Napoléon Bonaparte, en fait, a considéré que bah, le droit, ça n'existait pas, que c'était juste ce qu'il y avait dans la Constitution, c'était juste de l'encre sur du papier, et qu'en fait, on n'avait pas besoin de le respecter. Que, en fait, tout ce qui vaut, la seule chose qui vaille, en fait, ce sont des rapports de force. Parce que c'est ça, en fait. Quand on considère qu'il n'y a pas de droit, tout ce qui compte et tout ce qui prévaut, ce sont les rapports de force. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut être conscient que quand on parle de droit, il y a des courants. Certains vont considérer que le droit nécessite forcément un état de droit. D'autres vont considérer que le droit, en fait, ça n'existe pas vraiment. D'autres vont considérer aussi que le droit, ce sont essentiellement des rapports sociaux et des rapports de force, de culture, etc. Il y a tout un tas de théories, en fait, si vous voulez, sur ce qu'est le droit véritablement. Quand on fait du legal checking, il faut forcément qu'on prenne parti pour une de ces conceptions. On peut pas choisir en fonction de l'article qu'on publie ou du documentaire, enfin du fact-check vidéo ou alors de l'émission de radio ou quoi que ce soit, enfin, en tout cas de la publication qu'on va faire. On ne peut pas choisir, ah ben non, ben pour cette publication-là, je vais dire que le droit, ça n'existe pas. Et en fait, on s'en fiche, on peut en faire ce qu'on veut du droit. Ah ben non, pour cette publication, je vais considérer que le droit, ça signifie l'état de droit et qu'il faut le respecter et l'appliquer. On ne peut pas faire ça, parce que sinon, on est plus crédible. Et surtout, en fait, on peut dire ce qu'on veut. Et il n'y a plus de repère de ce que c'est que la vérité juridique. Donc, il faut forcément faire un choix. Pourquoi le choix de l'état de droit? Eh bien, tout simplement parce que c'est celui qui fait consensus parmi la communauté des juristes. Et surtout, c'est la modalité principale de la démocratie. Euh, les autres théories du droit dont je vous parlais, le fait de dire que le droit, ça n'existe pas, ce sont vraiment des théories qui sont extrêmement minoritaires et très marginales aujourd'hui. Donc vraiment, le consensus le plus large et le plus solide, c'est de dire que l'État suppose l'existence d'un état de le droit, pardon, excusez-moi, suppose l'existence d'un état de droit. Donc ça va être notre critère de vérité, si vous voulez. Quand on fait de la lutte contre la désinformation, il faut forcément avoir un critère qui est un critère de vérité. Je vais faire un parallèle avec la vérification des faits. On s'en rend pas forcément compte, on n'en est pas toujours conscient, mais quand on fait de la vérification des faits, on prend aussi un critère de départ, un critère de vérité de départ. C'est de dire que bah, une table est une table, c'est un fait, et on ne le conteste pas. Mais en théorie, vous avez des théoriciens qui vont contester qu'une table est une table. Les pragmatiques, par exemple, alors essentiellement les pragmatiques anglais, alors qui nous viennent beaucoup de la fin du XVIIIe siècle, etc., mais qui existent encore aujourd'hui, les pragmatiques vont dire que ben non, une table, ça n'est pas une table. Une table, c'est juste
un assemblage d'atomes qui ne sont pas vraiment différents, des atomes qui entourent la table, etc. Tout ça, en fait, on l'appelle table et on dit tous que c'est une table parce qu'on lui a donné un nom. Et puis, il y a la question des théories nominalistes aussi, de ceux qui disent que les choses n'existent que parce qu'on leur donne un nom. Alors ça, c'est une vieille théorie qui remonte au Moyen-Âge, etc. Bon, mais en fait, quand on dit un fait est un fait, on prend déjà parti. On prend déjà parti en disant qu'on considère qu'une table, c'est une table. Et pourquoi est-ce qu'on se permet de dire ça? Parce que le consensus général dans la communauté humaine, c'est de dire qu'une table est une table. Et les pragmatiques et les nominalistes, etc., ce sont des théories tellement marginales qu'on considère qu'elles n'ont pas besoin d'être prises en compte comme étant une vérité. On fait pareil avec le droit. Avec le droit, le consensus général, c'est de dire que droit égale état de droit. Voilà. Donc ça, il faut en être conscient, à mon sens, parce que c'est tout le point de départ, en fait, du fact-checking, mais du legal-checking aussi. Alors, rentrons maintenant un petit peu plus dans le détail de ce que c'est que le legal-checking, le fact-checking juridique. Ce fact-checking juridique, il a deux faces. Avant de voir ces deux faces, essayons de définir un petit peu ce que c'est que le legal-checking. Le legal checking, ça consiste à faire une vérification des déclarations par le prisme du droit. Ça consiste à vérifier qu'une déclaration, un propos, soit conforme au droit. Alors, il ne s'agit pas, quand on fait du legal checking, de juger une personne. Par exemple, une personne qui commet un crime, on ne va pas publier un article pour dire le crime est puni de telle durée d'emprisonnement ou de telle amende ou ce genre de choses. Ça, c'est pas du legal checking. Le legal checking va se focaliser sur des déclarations de personnes, que ce soit des personnalités politiques ou d'autres personnalités publiques, médiatiques, ou voire même des posts sur les réseaux sociaux de personnes anonymes, mais qui vont faire des déclarations qui sont contraires à ce qu'est le droit et à ce que dit le droit. De la même manière, lorsqu'on fait de la vérification des faits, du fact-checking, on vérifie une déclaration avec la matérialité des faits, avec la vérité des faits. On va comparer les deux. C'est pareil pour le legal checking. Il y a une différence quand même entre le fact-checking et le legal checking, c'est que quand on parle de legal checking, il y a deux faces, deux aspects. Et peut-être que vous arriverez à différencier ces deux aspects. Je vous montre ici deux exemples différents de legal check, de vérification juridique. Le premier à gauche, on a une personnalité politique française d'extrême droite qui s'appelle Florian Philippot et qui a posté sur les réseaux sociaux l'affirmation selon laquelle trois décrets pris par le gouvernement vont interdire l'usage domestique de l'eau de pluie, y compris pour les potagers. En gros, ce que dit Florian Philippot, c'est qu'il y a des décrets qui ont été pris par le gouvernement et qui ne permettront plus, qui vont interdire aux particuliers chez eux de récupérer l'eau de pluie pour simplement arroser ses plantes, ou se doucher, ou l'utiliser pour les toilettes, ou pour la vaisselle, ou je ne sais quoi. Enfin bref, en tout cas, interdiction d'utiliser l'eau de pluie désormais pour un usage domestique. Ça, c'est ce que dit Florian Philippot. C'est la déclaration que vous avez donc à gauche. À droite, vous avez une autre déclaration de Carl Olive. Carl Olive, qui est une personnalité politique membre du parti au pouvoir, du parti en ce moment au pouvoir, c'est-à-dire Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Et il dit ceci: il faudrait, par des lois d'exception, interdire les grèves durant certains grands moments, comme les Jeux olympiques. Carl Olive étant inquiet par le fait que quand Paris va accueillir les Jeux olympiques à l'été 2024, il puisse y avoir au même moment des grèves. Voilà, je pense que c'est le fait que la France aime bien faire des manifestations et des grèves est assez connu. Donc, il y a effectivement un risque que pendant les JO à Paris, il y ait des grèves dans les transports, qu'il y ait des manifestations, etc. Ça, évidemment, ça n'est pas impossible.
Vieil esprit, revanchard français, on aime bien faire des faire régulièrement des grèves. Quelle est la différence entre ces 2 affirmations, ces 2 déclarations? Eh bien, ça n'est pas la même chose. Dans le premier cas, Florian Philippot va, contester, va faire une déclaration qui n'est pas conforme à l'état du droit tel qu'il est aujourd'hui. Je veux pas, comment dire? Je vais divulgacher, la conclusion de cet article, mais qui dit que c'est faux, complètement faux. On dit d'ailleurs même ce sont des fadaises. Ces 3 décrets ne vont pas du tout interdire d'utiliser, l'eau de pluie à un usage domestique. Donc là, Florian Philippot fait une déclaration qui est en contrariété, en contradiction avec l'état du droit actuel. Vous avez de l'autre côté Carl Olive, qui lui fait une déclaration qui n'est pas en contrariété avec l'état du droit, enfin comment dire? Qui n'est pas en contrariété avec l'état du droit actuel, mais qui fait une proposition qui serait en contrariété avec l'état du droit lorsque, il voudra faire adopter sa norme, sa loi. On est dans 2 situations différentes. La première situation, c'est est-ce que Florian Philippot dit vrai? Et la deuxième situation, c'est est-ce que Carl Olive, est-ce que la proposition de Carl Olive est juridiquement possible? Ça, ce sont les 2 aspects, les 2 phases du legal checking. En gros, en droit, on aime bien les expressions latines et c'est ce qu'on utilise pour différencier les termes qu'on utilise pour différencier les 2 situations. C'est d'un côté délégué lata, délégué lata, c'est-à-dire le droit tel qu'il est, et de l'autre côté, délégué ferenda, c'est-à-dire le droit tel qu'il devrait être. Avec une faute d'ailleurs, une erreur de frappe que je vais corriger dans le PowerPoint, il n'y a qu'un seul R à ferenda. Mais délégué ferenda, délégué lata, c'est vraiment les 2 conceptions, enfin comment dire, les 2 approches du droit, le droit tel qu'il est, le droit tel qu'il devrait être. Dans le premier cas, on va donc vérifier si, la déclaration de Florian Philippot est conforme à l'état du droit actuel, tel qu'il est aujourd'hui. Dans le deuxième cas, on va vérifier si la proposition de Carl Olive, c'est-à-dire le droit tel qu'il voudrait qu'il soit, eh bien, c'est possible. Et comme vous comprenez du coup du tag inconstitutionnel, la proposition de Carl Olive serait donc impossible, en tout cas elle serait inconstitutionnelle. Elle serait contraire à la Constitution, tout simplement parce qu'il y a une liberté, protégée par la Constitution donc de manifester et de faire grève, et donc on ne peut pas adopter une loi qui interdirait, même pendant ces grands moments-là, ces moments sportifs et cetera, de faire grève ou de manifester. Quelques exemples en dehors des surligneurs. Je vous disais au début que, quand on a lancé les surligneurs et qu'on a appelé ça du legal checking, on avait inventé le legal checking. En réalité, le legal checking existait déjà auparavant, c'est juste que personne ne lui avait encore vraiment donné de nom et surtout les surligneurs, on est les premiers à ne faire que du legal checking, à être un média spécialisé là-dedans. Les autres fact-checkers, les autres médias de vérification des faits faisaient parfois déjà du legal checking sans le savoir. Un peu comme dans la pièce de Molière, Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Là, ici, on a ce même cas de figure, c'est-à-dire Le Monde, par exemple, avec sa cellule de vérification des faits qui s'appelle Les Décodeurs, publie parfois des articles qui correspondent, qui s'apparentent à du legal checking. Ici, cet article, non, le Conseil constitutionnel n'a pas autorisé les squatteurs à poursuivre le propriétaire d'un logement mal entretenu. Donc voilà, ça c'est une vérification qu'ils font parce qu'il y avait des rumeurs après une décision du Conseil constitutionnel comme quoi, eh bien, ceux qui squattent une maison, un appartement, donc sans payer et sans autorisation, pourraient poursuivre le propriétaire du local ou du logement parce que le logement serait mal entretenu. Ce serait quand même un comble. Et donc ça, évidemment, c'est complètement faux. Bah, ça, c'est du legal checking en fait. Un autre exemple, alors, des surligneurs. Et alors, c'est du legal checking,
Délégué lata, si vous voulez, si on veut garder nos mêmes termes de latin de tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il vaut mieux parler anglais ou latin, mais, mais en tout cas, on a cette, ici, là, ce que fait le monde, c'est vraiment une vérification du droit tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il dit ça ou pas? Voilà, ça c'est délégué lata. Autre exemple, délégué lata, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon, donc c'est un article des Surligneurs, qui disait donc au début de la guerre en Israël contre le Hamas, qui disait que si on qualifie, enfin qui disait qu'en fait l'apologie de terrorisme, c'est le soutien inconditionnel du gouvernement aux crimes de guerre à Gaza. Bon, si je vous remets un peu de contexte pour comprendre de quoi il s'agit, Jean-Luc Mélenchon, donc du parti La France Insoumise, qui est de la gauche radicale en France, accuse en fait le gouvernement de ne pas suffisamment dénoncer le fait qu'Israël commet des crimes de guerre à Gaza. Et pour lui, c'est de l'apologie du terrorisme. Et donc le gouvernement est coupable d'apologie du terrorisme parce que, en gros, il soutient Israël dans sa lutte contre le Hamas à Gaza. Bon, nous, on publie un article pour dire, ben non, c'est faux, là, ça, c'est pas ça l'apologie du terrorisme. On peut considérer qu'effectivement, le gouvernement devrait plus critiquer Israël pour ce qu'il fait à Gaza, etc., qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre, juridiquement, tout comme ce que fait le Hamas aussi pourrait être qualifié de crime de guerre. Mais dire que c'est de l'apologie du terrorisme, ça, juridiquement, tel que la loi définit le terrorisme et l'apologie du terrorisme, c'est pas possible. Donc c'est ce que dit Mélenchon ici, c'est faux. On a ici du legal checking, délégué lata, si vous voulez. Autre exemple un peu différent, le site des vérificateurs de TF1, donc qui est la cellule de vérification des faits de TF1, la chaîne de télévision, qui nous dit qui vérifie une information. Est-ce que inscrire l'IVG, l'avortement, dans la Constitution va vraiment apporter une garantie juridique supplémentaire? Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron a fait une promesse, c'est d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française pour le protéger. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron, on voit la citation ici au début, en 2024, la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse sera irréversible. Bon, ça c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron le 29 octobre dernier, donc 2023. La question ici, c'est est-ce que vraiment c'est vrai ce qu'il dit? Donc est-ce que vraiment inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, ça fera que, eh bien, le droit à l'avortement sera irréversible, qu'on ne pourra plus revenir en arrière? Bon, ça, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir fait de grandes études de droit pour comprendre que, bah, non, ça ne sera pas irréversible, puisque ce qu'on met dans la Constitution, on peut très bien l'enlever de la Constitution. Et donc là, l'équipe de journalistes de TF1 fait une vérification pour dire bah, que non, ça ne sera pas irréversible, pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, ce qu'on va mettre dans la Constitution, c'est simplement la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Donc déjà, on peut, si on le met dans la Constitution, dans quelques années, l'enlever de la Constitution. Ok, première observation, c'est pas irréversible. Et puis, même si on le met dans la Constitution et qu'on l'enlève plus de la Constitution, en fait, ça ne veut pas dire que qu'on ne pourra pas rendre les conditions d'accès à l'IVG plus difficiles à l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, par exemple, l'avortement est possible jusqu'à 14 semaines de gestation. Donc, c'est un délai qui a été progressivement allongé. Aujourd'hui, on est à 14 semaines. Si demain, on inscrit dans la Constitution le fait que les femmes ont le droit d'avorter, ont la liberté d'avorter, bah, ça n'empêchera pas le Parlement, dans quelques années, s'il y a une nouvelle majorité qui n'est pas favorable à l'avortement, de réduire ce délai d'avortement. De dire, ben non, c'est plus 14 semaines, c'est 12 ou 10 ou 8 ou 5 semaines. Ça n'empêchera pas non plus une future majorité politique en France de rendre plus difficile l'accès à l'avortement. Par exemple en disant que l'avortement est possible, mais seulement
sous condition. Par exemple, en cas de malformation du fœtus ou en cas de danger pour la santé de la mère, etc., etc. Donc ce sont des éléments qui respecteraient toujours la Constitution, parce que les femmes, dans les conditions prévues par la loi, pourraient toujours recourir à l'avortement, mais dans les conditions prévues par la loi, qui peuvent être très restrictives. Donc aujourd'hui, où il y a une vraie liberté des femmes de recourir à l'avortement dans un délai de 14 semaines, on pourrait très bien se retrouver, même si on l'inscrit dans la Constitution, demain, avec des femmes qui ne peuvent recourir, en théorie, que très rarement à l'avortement. Donc, est-ce que le mettre dans la Constitution, c'est le rendre irréversible? Non. Donc là, ce que dit Emmanuel Macron, juridiquement, est faux. Mais vous voyez bien la différence entre cet article de legal checking et le précédent, par exemple des surligneurs, sur l'apologie du terrorisme, ou celui du Monde, sur le Conseil constitutionnel et la question des squatteurs. Alors que dans le cas du Monde et le cas des surligneurs, on était dans une comparaison d'une déclaration avec l'état du droit tel qu'il est aujourd'hui, ici, pour TF1, on est dans le cadre d'une comparaison entre une promesse et l'état du droit. Donc là, ici, on est plutôt dans le délégué ferenda et non pas le délégué lata, le droit tel qu'il pourrait être ou tel qu'il devrait être. Un autre exemple qui vient du Monde, là aussi un exemple délégué ferenda. La région Auvergne-Rhône-Alpes peut-elle vraiment se retirer du dispositif zéro artificialisation nette, comme l'a annoncé Laurent Wauquiez? Alors, une petite explication. En France, il y a une loi qui oblige, et qui va bientôt obliger les régions, lorsqu'elles autorisent des projets immobiliers de construction sur des terrains, lorsqu'il y a une artificialisation du sol, de désartificialiser la même surface ailleurs. Donc l'idée, c'est de ne plus artificialiser des sols à outrance, et donc d'arriver à un moment donné où en fait on est une artificialisation nette en fait. Zéro artificialisation nette des sols en France. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré il y a quelque temps qu'il allait sortir de ce dispositif parce qu'il en conteste le bien fondé, les modalités, etc. Bon, le problème, c'est que il ne peut pas faire ça, puisque c'est la loi française qui prévoit ce dispositif. Et une région qui n'a pas de pouvoir législatif, la région n'a pas le pouvoir de modifier la loi, puisque dans la hiérarchie des normes, le pouvoir de la région, il est en dessous de la loi. C'est un pouvoir réglementaire, et qui est donc infra-législatif. Et donc, du coup, non, Laurent Wauquiez ne peut pas prendre une décision qui serait contraire à la loi. Donc là, on est dans le délégué ferenda, c'est-à-dire ce que Laurent Wauquiez propose, ça n'est juridiquement pas possible. Bien, mais il y a deux précautions à prendre lorsque on est dans cette attitude, lorsqu'on a cette initiative de faire du legal checking dans une optique délégué ferenda, c'est-à-dire qu'on va vérifier une promesse politique. Il y a deux choses à vérifier et auxquelles il faut prêter attention. La première, c'est que déjà, le droit, ça se change. Donc, quand on dit, par exemple ici, alors attendez, je vais prendre, voilà. Prenons ce que dit Emmanuel Macron sur la Constitution. Il promet, il dit c'est irréversible si on met l'avortement dans la Constitution. En l'état actuel de la Constitution et de l'amendement à la Constitution qui est prévu, ça ne sera pas irréversible. Mais on peut très bien envisager que, d'une part, on inscrive dans la Constitution la liberté des femmes d'avorter dans un délai de 14 semaines et quel que soit le motif. Comme ça, on interdit à la loi de revenir sur ces éléments-là. Donc déjà, on protège en fait le cadre dans lequel l'avortement peut se faire. Ça, c'est pas prévu, mais ça peut se changer. Et puis, je disais tout à l'heure qu'une modification, une constitution, ça s'amende pour mettre l'avortement, mais ça s'amende aussi pour l'en enlever. Il y a une possibilité qui ferait qu'on ne pourrait pas retirer
l'avortement de la Constitution, c'est s'il y a des normes au-dessus de la Constitution qui protègent l'avortement. Imaginons que la Convention européenne des droits de l'homme ou même que l'Union européenne se mette à protéger l'avortement et à en garantir le droit pour les femmes. Dans ces cas-là, la France, et donc y compris sa Constitution, ne pourrait plus retirer ce droit aux femmes de son propre chef. Parce que ça resterait un droit garanti au niveau européen. Et donc, du fait de la hiérarchie des normes, eh bien, on ne pourrait plus le retirer de la Constitution française. Donc ça, c'est la première chose, il faut qu'on fasse attention à ça quand on fait ce genre de... C'est que le droit, il se change. Et il se change en fait à tous les niveaux. Alors plus on est haut dans la hiérarchie des normes, plus il est difficile à changer. Mais il n'empêche que ça bouge. Ça peut quand même bouger. Donc il faut toujours avoir une certaine modestie quand on fait du legal checking délégué ferenda, c'est-à-dire toujours envisager la possibilité que au niveau, pour le cas français ici là, de l'avortement, qu'au niveau européen, cette règle soit inscrite dans le marbre et qu'effectivement on puisse plus revenir en arrière. Bon, ça c'est la première chose. Donc toujours de la modestie et je dirais beaucoup de précaution parce qu'on ne sait pas quelles seront les majorités politiques demain et on ne sait pas quels seront les équilibres des forces politiques dans le pays ou sur le continent, etc. Et donc, de quoi le droit sera fait demain. Première chose. La deuxième chose à laquelle il faut faire très attention lorsqu'on fait du legal checking comme ça prospectif, c'est-à-dire qu'on vérifie une promesse, donc du délégué ferenda, c'est qu'il faut avoir aussi une certaine humilité parce que tout ça, ça n'est que du droit. Je m'explique. Si je reprends l'exemple tout à l'heure que je vous citais de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait interdiction formelle de dissoudre le Parlement, eh bien, il l'a quand même fait. En fait, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que le droit ne rend pas possible telle promesse. Mais ça ne veut pas dire que, en fait, elle sera quand même pas tenue. Elle pourra peut-être être tenue en violation du droit, en violant la Constitution. Donc, il faut toujours faire très attention et de dire, en droit, ça n'est pas possible. La Constitution ne le permet pas. Mais, je veux dire, une personnalité politique, un élu, un président, un gouvernement, ça s'est déjà vu dans l'histoire et ça se voit encore aujourd'hui, eh bien, parfois, portent atteinte aux constitutions, aux traités internationaux, à la loi. Ils le font et qu'est-ce qui se passe très souvent quand ce genre de choses arrive? Ce qui se passe, c'est qu'il n'existe pas une justice indépendante pour stopper ça, pour stopper ces violations du droit, de la Constitution. Et donc, tant qu'il n'y a pas une justice indépendante ou une justice tout court pour stopper en fait l'État ou des politiciens lorsqu'ils violent la loi ou la Constitution, eh bien, ils peuvent le faire. Enfin, ils peuvent le faire. Ils peuvent se le permettre, même si c'est contraire au droit. Donc, il faut toujours faire très attention. Nous, ce qu'on fait au surligneur, c'est qu'on dit toujours, on dit rarement, par exemple, impossible. On dit rarement qu'une promesse est impossible. On va dire plutôt qu'elle est contraire à la Constitution, ou qu'elle est contraire à la loi, ou qu'elle est contraire au droit de l'Union européenne, etc., etc. Mais on dit très rarement que c'est impossible, parce que, encore une fois, on voit des tas de situations dans lesquelles les politiciens et les politiciennes, en fait, passent outre le droit. Ça existe. Même si c'est contraire à l'état de droit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à... Voilà, il faut faire attention. Et c'est pour ça aussi l'utilité du legal checking dans la pratique du fact-checking, c'est aussi de rappeler en permanence c'est quoi l'état de droit. Et de rappeler en permanence à vos lecteurs et à nous, à nos lecteurs aux surligneurs, et de rappeler aussi aux élus, aux personnes politiques, etc., de leur rappeler qu'on vit dans un état de droit et qu'est-ce que c'est qu'un état de droit, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les conséquences, quelles sont les implications, l'égalité de tous, le respect, y compris par l'État, de la loi, etc., etc. Avant de continuer, je propose juste une petite aparté. On va
parler des sources dans un instant, parce que quand on parle de legal checking et de droit, il y a forcément des sources qui sont des sources juridiques. Pourquoi, pourquoi faire du legal checking et pourquoi nous, au surligneur, on s'est lancé dans le legal checking? En fait, en 2016, on était quelques chercheurs de l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, chercheurs en droit, bien sûr, et on s'inquiétait pas mal de deux phénomènes dont on était témoin à ce moment-là et que dont le monde entier était témoin. Le fait que Donald Trump aux États-Unis venait d'être investi comme le principal candidat pour la présidentielle américaine. Et que la campagne de Donald Trump avait été émaillée d'énormément de désinformation, de fausses informations, mais que surtout Donald Trump faisait des promesses politiques qui vraiment étaient contraires à la Constitution américaine et contraires en fait à tout simplement à l'état de droit. Donc ça, c'était quelque chose qu'on trouvait très inquiétant dans l'évolution des démocraties. Du fait de l'influence directe ou même indirecte des États-Unis et de la politique américaine sur le monde. Il n'y a qu'à voir les conséquences de Donald Trump, de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et de son mandat sur d'autres pays dans le monde. Regardez ce qui s'est passé avec Bolsonaro au Brésil, regardez ce qui se passe actuellement en Argentine, on peut aussi en Asie du Sud-Est voir certaines conséquences, etc. Mais de candidats et de chefs d'État qui vont s'inspirer de la rhétorique de Donald Trump et de son style et aussi du fait qu'on peut diffuser la désinformation pour être élu et ça marche. Voilà, donc ça c'est ce qui nous inquiétait. L'autre événement qui est plus européen, on va dire, moins mondial, qui était le fait qu'au Royaume-Uni, en juin 2016, il y a eu le référendum sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et que la campagne aussi pour ce référendum a été émaillée, là encore, de beaucoup de désinformation. Ce qu'on a vu aussi, c'était que la désinformation, et on commençait à voir cela, la désinformation était de plus en plus massive. C'est ce que nous a montré le cas Trump et le cas du Brexit, notamment avec des influences, des ingérences étrangères, notamment russes, etc. Mais ce qu'on voyait, nous, les chercheurs en droit à l'Université de Versailles, c'est qu'il y avait beaucoup de médias de fact-checking qui faisaient vraiment très bien leur travail, comme les Décodeurs du Monde, etc., et qui font un super boulot sur la lutte contre la désinformation, mais qui avaient vraiment un angle mort. C'est-à-dire que vraiment, ils ne prenaient quasiment jamais en question les questions juridiques, les questions vraiment de legal checking, qu'ils ne faisaient que très ponctuellement, sans vraiment mettre l'accent dessus. Et en fait, on s'est rendu compte de pourquoi en fait ils ne le faisaient quasiment jamais. C'est parce que il manque d'expertise très souvent pour faire ce genre de choses. Et puis, ça manquait aussi de pouvoir conceptualiser ce que c'est que le legal checking. À l'été 2016, à un moment donné, moi j'écoutais une émission à la radio le matin, et le Premier ministre français de l'époque, qui était Manuel Valls, il intervenait à la radio. On était en plein, à ce moment-là, en France et en Europe, dans un conflit par rapport à ce qu'on appelle les travailleurs détachés, c'est-à-dire des travailleurs qui viennent d'autres États de l'Union européenne en France et vice-versa, donc et qui sont pas soumis intégralement à la loi française, dans une certaine mesure à la loi du pays d'origine. Et donc ça crée une situation un peu de dumping entre les États. Et donc il y avait toute une polémique là-dessus. Mais le travail détaché, c'est quelque chose qui est prévu par une directive européenne, par une loi européenne. Et le Premier ministre, Manuel Valls, avait déclaré à la radio en disant écoutez, il y en a marre de cette loi européenne sur le travail détaché. Et si l'Europe ne change pas cette loi-là pour la rendre plus restrictive et corriger les problèmes, eh bien la France n'appliquera plus cette loi européenne sur le travail détaché. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait un peu sortir de de ma torpeur, presque de mes gonds, je pourrais dire, parce que, en fait, quand on connaît les mécanismes d'application d'une directive européenne, d'une loi européenne, juridiquement, ça n'est pas possible.
Vous ne pouvez pas désappliquer, un pays en Europe ne peut pas désappliquer une loi européenne. Je vous passe toutes les raisons et tous les mécanismes qui font que ça n'est pas possible, mais tout simplement ce que disait le Premier ministre, c'était de la démagogie, parce que lui-même sait très bien qu'il ne peut pas, en fait, désappliquer une loi européenne. Et donc, le fait qu'il dise ça à la radio et qu'il ne soit pas contredit par le journaliste qui le recevait, par l'animateur, ça m'a quand même pas mal agacé. Et c'est là que du coup, j'ai eu l'idée de créer les surligneurs, avec d'autres collègues, chercheurs et qu'on a commencé, on s'est dit: «Bah, si ça n'existe pas dans le paysage, on va, médiatique français, on va le créer» et c'est comme ça que sont nés les surligneurs. Et aujourd'hui, les surligneurs et c'est un lien avec ce qu'on va voir juste après, les surligneurs est un média qui est animé essentiellement par des chercheurs en droit. Alors ça va avoir un intérêt lorsqu'on va parler, non pas des sources, mais juste après de l'interprétation des sources. Voilà, alors je vous propose du coup de passer maintenant, après ce petit, intermède, de passer à la question des sources. Bien évidemment, quand on fait la vérification des faits, il y a les sources ont une importance capitale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de vérification si on n'a pas de source. La déontologie même de la vérification des faits, de l'International Fact-Checking Network, impose même de citer ces sources et de prioriser des sources primaires dans ces publications. Et que si on n'a pas accès à des sources primaires, il faut faire appel, on peut faire appel à des sources secondaires, mais il faut dans ces cas-là plusieurs sources secondaires, et évidemment crédibles, etc., pour remplacer une source primaire. Donc la question des sources, évidemment, est cruciale quand on fait la vérification des faits, parce qu'il faut que les lecteurs puissent comprendre quels sont les éléments qui nous permettent de dire ça c'est vrai ou ça c'est faux. Enfin, en tout cas, je caricature parce que c'est jamais complètement vrai ou complètement faux, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que la déclaration, elle est critiquable, elle est critiquable. En droit, on a le même souci. Mais en droit, on a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que en droit, les sources sont censées être disponibles publiquement. En tout cas, même si elles ne sont pas publiquement disponibles, les sources peuvent être accessibles. On les demande à l'autorité compétente. Si on veut avoir accès à une loi, on va demander au Parlement de nous envoyer la loi, ou si on a besoin d'accéder à une décision de justice, on peut la demander ou s'arranger. Bon, on est journaliste, on a nos contacts, etc. On sait comment faire pour obtenir un document qui est censé être public. S'il n'est pas disponible en ligne, on va le chercher. Et l'avantage, du coup, c'est que on peut avoir accès à la source primaire. Quand on fait du legal checking, on n'a normalement pas besoin d'accéder à des sources secondaires. On a normalement, encore une fois, toujours accès à la source primaire. Donc ça, c'est un énorme avantage par rapport à la vérification des faits ou avoir accès à la source primaire quand on est face à une vidéo, par exemple, qui a été truquée, ou à une image, ou à une déclaration sur, par exemple, je ne sais pas moi, une personnalité politique qui va faire une déclaration sur combien d'impôts paye telle entreprise. Oh, aller accéder à la source primaire de cette information-là, extrêmement difficile. Il y a le secret fiscal, il y a tout un tas de choses qui font que c'est très difficile de vérifier ce genre d'informations et d'accéder à la source primaire. En droit, pardon, en droit, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème, la source, elle est quasi systématiquement primaire. Mais je vous disais qu'il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que même si la source est primaire, l'inconvénient, c'est qu'elle est toujours difficile à interpréter. Et ça fera l'objet de la dernière section tout à l'heure. Donc, en droit, les sources sont censées être disponibles publiquement, sinon, donc, il faut les demander aux autorités compétentes. Et donc, si jamais vous n'arrivez pas à demander la source à l'autorité compétente, ben là, pour le coup, vous n'avez pas accès à la source primaire. Donc, si vous n'avez pas accès à la source primaire, vous ne pouvez pas ici faire de publication. Vous ne pouvez pas faire de vérification. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous ne pourriez pas avoir accès à la source primaire? Imaginons par exemple,
vous devez vérifier le contenu d'une décision de justice. Vous appelez le tribunal ou vous déplacez au tribunal en question qui a rendu la décision et vous demandez à avoir accès à la décision. Peut-être que le tribunal va vous mettre des bâtons dans les roues administratifs, humains, enfin de personnel, et cetera, pour vous dire que, il peut pas vous donner accès ouh là, ça se met à pardon, excusez-moi. Il peut pas vous donner accès à la décision de justice et là, vous aurez beau, faire le maximum, il peut arriver que vous n'ayez pas accès. Ça vous est peut-être déjà arrivé parfois dans vos investigations, dans vos travaux, voilà, on tombe sur, un secrétaire ou une secrétaire dans un tribunal qui est pas de bonne humeur et qui va refuser de vous communiquer un texte, même si vous avez droit d'y avoir accès. Bon, là, il faut user d'intelligence, il faut être un peu malin pour essayer de contourner ça et de malgré tout arriver à avoir accès aux documents. Mais il y a des cas dans lesquels en fait vous n'aurez pas accès à la source primaire tout simplement parce que vous n'avez pas le droit d'y avoir accès. Un contrat entre 2 personnes, c'est un contrat privé. Les personnes n'ont pas du tout, l'obligation de vous donner accès à ce contrat. Un contrat entre une entreprise et l'État, pour un marché public, par exemple, pour la construction d'un immeuble, d'un bâtiment, d'une école, je ne sais quoi, ou pour l'exploitation d'une mine ou autre, eh bien ce contrat, en général, il est privé et c'est pareil, ni l'entreprise, ni l'État n'ont d'obligation de vous donner accès à ce contrat. Donc là, on est face à des éléments privés que vous n'avez pas, enfin qui ne, voilà, vous n'avez pas forcément le droit d'en demander l'accès. Qu'est-ce qui se passe malgré tout? Donc là, vous ne pourrez pas faire de vérification, ok? Donc vous n'avez pas accès à la source, vous ne faites pas de vérification. Qu'est-ce qui se passe si malgré tout vous avez accès à un contrat de marché public entre une entreprise privée et l'État ou une entreprise publique et l'État? Et que vous voulez faire une vérification par rapport à une déclaration qui a été tenue en lien avec ce contrat. Qu'est-ce qui se passe si vous avez ça? Eh bien là, je veux dire, c'est votre conscience de journaliste et votre déontologie de journaliste qui vous permettra de dire si oui ou non, vous révélez à vos lecteurs le contenu de ce contrat. Et ça vraiment, je le laisse comment dire? À la libre, appréciation de chacun d'entre vous en fonction de l'intérêt public qu'il y a à révéler les éléments du contrat et aussi du risque judiciaire. Parfois, il peut y avoir des poursuites vous pouvez être poursuivi pour, violation d'un secret professionnel ou d'éléments privés. Donc là-dessus, je vous laisse en décider. C'est votre responsabilité. Mais si jamais un tel contrat qui est censé être privé arrive entre vos mains et que ça vous permet de faire une vérification et que vous estimez que c'est d'intérêt public et que vous risquez pas d'être mis en prison ou poursuivi pour ça, allez-y. Là, vous pouvez évidemment faire cette vérification-là. Donc, il y a quand même, donc du coup, il faut bien comprendre que quand on fait du legal checking, il faut forcément pouvoir avoir accès à la source. Si vous ne pouvez pas avoir accès à la source primaire, il peut arriver, dans des cas très rares, qu'il soit possible de vous reposer sur des sources secondaires. Et donc là, d'obtenir par exemple des versions non officielles d'une loi ou d'un décret ou d'une décision de justice. Mais dans ces cas-là, il vous faudra soit que votre source soit vraiment une source de confiance et sur le fait que cette source secondaire, une décision de justice par exemple qui vous est transmise par un contact que vous avez, vous assure et que vous ayez la certitude que cette décision de justice est conforme à celle que le tribunal a effectivement rendue. Ce n'est pas toujours le cas, attention, parce qu'il y a déjà la version qu'on vous envoie peut très bien avoir été modifiée en cours de route. On change un mot, on change une phrase. Et puis, ça peut être aussi une version non définitive de la décision de justice. Un tribunal, quand il rend son jugement, sa décision, il y a plusieurs versions avant qu'il arrive à la décision finale. Et donc, il faut faire très attention à ce que ça ne soit pas une version de travail qu'on vous envoie. Voilà, ça, il faut faire très, très attention. En France, par exemple, on a une problématique, c'est que quand la justice rend une décision, quand un tribunal rend une décision,
on a en général, ça prend souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que la décision soit publiée ou qu'on puisse la demander, etc. Sauf que quand il y a de la désinformation qui se diffuse tout de suite par rapport à cette décision de justice, si elle est un peu polémique, etc., il faut faire la vérification tout de suite. Ça nous arrive très souvent, nous, aux surligneurs, qu'on ait accès à une version de travail de la décision, c'est-à-dire la décision, genre à la seconde avant qu'elle soit adoptée. C'est-à-dire c'est le document Word, si vous voulez, mais ce n'est pas le PDF authentifié, formel, immodifiable, etc. Cette version de travail, même si il n'y a quasiment aucune chance qu'elle ait changé, qu'il y ait une différence entre ça et la décision finale, eh bien cette version de travail, nous, ce n'est pas suffisant pour que ça soit considéré comme une source primaire. Parce qu'on n'a pas la certitude qu'entre la version qu'on nous a envoyée, que par exemple une des parties au procès nous a envoyée, et la version qui a été adoptée par le tribunal soit exactement identique. Donc ça, pour nous, on considère ça comme étant une source secondaire et pas une source primaire. Et donc, pour qu'on puisse faire confiance à cette source secondaire, il faudra qu'on ait d'autres sources secondaires, par exemple des gens qui étaient présents à l'audience lorsque le juge a lu la décision et qui nous confirment que tel mot était bien présent, que telle phrase, etc. Mais tout ça, il faut vraiment arriver à le recouper et en être sûr. Donc, la question des sources, elle se pose, mais c'est très rare, encore une fois, que lorsqu'on n'a pas accès à la source primaire, on soit capable de faire une vérification. Nous, aux surligneurs, ça ne nous arrive quasiment jamais. C'est trop risqué, beaucoup trop risqué. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, le truc facile avec les sources, donc, c'est qu'on a accès aux sources primaires. Et que ces sources, on peut les montrer. Si vous regardez cet article des surligneurs, je fais référence à l'article de tout à l'heure où Mélenchon considérait que le gouvernement faisait de l'apologie du terrorisme parce qu'il ne condamnait pas les actions d'Israël à Gaza. Et bien là, nous, on a la possibilité du coup de citer les sources. Vous voyez par exemple à droite, on cite l'article 421-2-5 du Code pénal dispose que, et là on peut faire un copier-coller, et alors c'est surligné en jaune parce qu'il y a un lien hypertexte directement vers la source qui est disponible publiquement. Et ensuite on continue. Cette infraction existait déjà dans la loi sur la presse, qui est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 24, et là on renvoie vers l'article 24, et elle a été transférée au sein du Code pénal par la loi du 13 novembre 2014, et là on met un lien vers le Code pénal et vers l'article en question dans le Code pénal. Donc en fait, c'est des choses qui sont vérifiables. Encore faut-il que ça soit disponible en ligne. Mais si ce n'est pas disponible en ligne, on met une capture d'écran ou on met un lien vers nous, une archive directement qu'on crée nous-mêmes en ligne si on a eu accès à la source primaire. Et si on continue, on a même mis ici une décision de la Cour de cassation. Selon la Cour de cassation, le délit d'apologie d'actes de terrorisme prévu et réprimé par l'article 421-2-5 du Code pénal, donc l'article qui est cité tout en haut, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. Et là, on met un lien vers la décision de la Cour de cassation, chambre criminelle de la Cour de cassation, décision du 11 décembre 2018. Et donc là, n'importe quel lecteur peut cliquer sur le lien et aller lire la décision et voir que l'extrait que l'on cite, c'est le vrai extrait vraiment qu'il est bien présent dans la décision. Donc ça, c'est très important pour que aussi le lecteur puisse avoir confiance dans le fait qu'on n'a pas, nous, mis des guillemets, mais qu'en fait, entre les guillemets, on a soit tronqué, soit modifié la citation de la Cour de cassation. Là, en lisant ça, vous comprenez que quand le gouvernement ne condamne pas suffisamment le fait qu'Israël commette des actes de crimes de guerre à Gaza, ça n'est pas considéré comme étant de l'apologie du terrorisme, parce que, comme le dit la Cour de cassation, pour qu'il y ait apologie du terrorisme, il faut porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. Et pour qu'il y ait apologie du terrorisme, il faut donc encourager ou tenter d'encourager ce genre d'acte, ce qui n'est pas du tout ce que fait le gouvernement français. Et puis alors, il y a une autre partie du raisonnement que je ne vous montre pas là, c'est qu'un État ne peut pas être considéré comme, dans des actes officiels de guerre, comme c'est le cas actuellement en Israël,
ne peut pas être qualifié comme étant des actes de terrorisme. Ça pourrait être qualifié de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, peut-être même de crimes de génocide, mais le terrorisme, en général, est réservé à des groupes non étatiques. Un État peut commettre comment dire, on peut qualifier certains actes d'un État de terrorisme, mais simplement dans des cas très rares où, en fait, de terrorisme, ce qu'on appelle du terrorisme étatique ou du terrorisme d'État, où en fait l'État va avoir un comportement de voyou, se soustrayant lui-même à son propre droit et agissant de manière alors secrète, etc. Enfin voilà. Et donc très souvent, l'État va va embaucher des entreprises privées, des organisations paramilitaires, etc. pour faire le sale boulot à sa place. Donc c'est pas l'État officiellement qui intervient, mais c'est l'État va sous-traiter ça à des agents privés. C'est le cas par exemple de la Russie avec Wagner. On peut considérer que la Russie, via Wagner, commet des actes qui pourraient être qualifiés de terrorisme, mais qui sont aussi des actes de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, etc. Mais bon voilà, c'est quand même assez rare. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un exposé juridique sur la situation, mais c'était en tout cas pour vous montrer qu'en droit, on a accès aux sources primaires et que du coup, l'avantage, c'est qu'on peut les montrer dans son article, on peut vraiment montrer qu'on a accès et montrer ses sources primaires. Alors, l'interprétation des sources, ça, si vous faites de la vérification des faits, interpréter les sources, ça peut parfois être assez simple. Vous voyez, vous avez la source d'une image ou d'une vidéo qui a été truquée, vous avez la source de la vidéo non truquée et vous comparez les deux et vous voyez bien effectivement rapidement ce qui a été truqué, pas truqué, etc. Même si parfois ça requiert quand même certaines compétences techniques ou d'être assez vigilant, etc. Mais vous voyez une table sur une vidéo, c'est une table. Bon, à partir du moment où on a démontré que la vidéo était authentique. Et ça, c'est une question de source, de crédibilité de la source. L'interpréter, cette source, quand on vérifie les faits, souvent, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile quand on vérifie les faits, c'est d'avoir accès à des sources authentiques. En droit, c'est le contraire. Comme on a vu, avoir accès à des sources authentiques, des sources primaires, c'est souvent assez simple, assez rapide. Même si parfois, en fonction du pays dans lequel on est, ça peut être plus compliqué. Mais le vrai défi, ça va être l'interprétation de la source. Parce que le droit, il peut être soumis à parfois plusieurs interprétations. Le droit aussi, même quand bien même une disposition juridique est très claire et qu'elle n'a qu'une seule interprétation possible, malgré tout, il peut y avoir des éléments externes à cette disposition qui font que l'interprétation peut être remise en question. Par exemple, je dois vérifier, un politique a dit quelque chose qui n'est pas conforme à la loi, à ce qui est écrit dans la loi. Le politique dit, par exemple, dans notre pays, on peut tout à fait, favoriser, faire la discrimination positive, par exemple, favoriser les femmes parce qu'elles sont sous-représentées dans certains métiers ou favoriser telle origine ethnique ou ce genre de choses. Alors que la loi dit clairement le contraire. Non, on ne peut pas du tout faire de discrimination positive. On peut pas faire. La loi dit tout le monde était, tout le monde, tous les citoyens sont égaux. Pas de discrimination, même positive. Imaginons que la loi soit très claire là-dessus. Eh ben, vous pouvez faire la vérification vous-même. Il n'empêche que vous n'aurez pas forcément tous les outils pour savoir si vraiment vous avez raison. Parce que imaginez que cette loi, soit elle ait fait l'objet d'une interprétation par une Cour suprême ou par une Cour constitutionnelle, qui ait dit que dans certains cas, malgré tout, on peut faire la discrimination positive. En France, par exemple, toutes les lois sont publiées sur un site qui s'appelle Légifrance. Bien, quand on va sur legifrance.gouv.fr, on a toutes les lois. Eh bien, il y a certaines dispositions de ces lois qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Pourtant, elles sont sur Légifrance et on peut toujours les lire.
Mais si on ne sait pas qu'elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel, eh bien, en fait, on fait une erreur. On peut se tromper. Donc, en fait, l'interprétation des sources, c'est 2 choses. C'est arriver à bien lire une disposition juridique, et c'est pas forcément évident. Mais une fois qu'on l'a bien lu et qu'on en a compris le sens et qu'on pense pouvoir l'interpréter, c'est en fait connaître tout le contexte et tout ce qu'il y a autour. C'est en fait, en réalité, connaître la hiérarchie qu'il y a de toutes les normes pour savoir s'il n'y a pas des normes au-dessus qui viennent contredire ce que dit la disposition qu'on est en train d'interpréter. Parce que comme tout ce qui est au-dessus prime, bah, si la loi dit A, mais ce qui est au-dessus dit B, bah, vous aurez beau interpréter A comme disant A, bah, en fait, en réalité, il faut dire B. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand on interprète les sources, il y a une règle cardinale, c'est qu'il faut faire appel à des juristes. Je ne suis pas là du tout pour défendre ma paroisse des juristes, des chercheurs en droit ou quoi que ce soit. Je ne suis plus moi-même, moi je suis journaliste et directeur de médias, je ne suis plus moi-même, comment dire, titulaire à l'université, chercheur titulaire, professeur, etc. Donc je n'ai pas forcément besoin de le défendre. En revanche, il commence à faire sombre, je vais juste allumer un peu de lumière. Voilà. En revanche, c'est le ciel qui se couvre, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. En revanche, il me semble extrêmement important de pouvoir faire appel à des juristes pour pouvoir interpréter les sources. Parce que le juriste, il a eu une formation qui lui permet de connaître la hiérarchie des normes et de savoir quelles sont les techniques d'interprétation de la loi. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faudrait qu'on prenne beaucoup plus de 2 heures pour ça, mais il y a plusieurs techniques d'interprétation de la loi. L'interprétation a priori, l'interprétation par analogie, l'interprétation a contrario, l'interprétation téléologique, etc., etc. Tout un tas de techniques d'interprétation que le juriste a appris à faire en fait. Et donc du coup, il faut faire appel à un juriste. Ça, il n'y a pas beaucoup de choix, malgré le fait que la loi est écrite en français, que vous savez lire le français, considérez qu'une disposition, une loi, c'est un peu comme des données brutes, scientifiques, extrêmement techniques, pour laquelle vous avez besoin d'un expert en fait. Parce que même si on peut lire la loi, l'interprétation de la loi, en fait, requiert un travail intellectuel et une formation que, en réalité, pas beaucoup de monde a. Et alors, vous allez voir, je vais encore réduire un petit peu les personnes qu'on peut vraiment contacter pour faire cette interprétation. Donc, première règle, et vraiment la règle cardinale, c'est le juriste est le seul à même d'interpréter les normes juridiques. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ça. Certains disent parfois, oui, mais alors c'est parce que le droit est devenu tellement complexe, nos sociétés sont devenues tellement compliquées, qu'il faut forcément des juristes pour interpréter la loi. En fait, ça, c'est pas vrai, ça a toujours été le cas. Autrefois, et c'est quelque chose qu'on trouve encore dans certaines sociétés, lorsqu'on était essentiellement dans des cultures orales, il y avait toujours une personne qui avait l'autorité de dire le droit et d'interpréter le droit. Dans une communauté, que ça soit un village, une communauté à une échelle plus large, et cetera, d'une langue, d'une culture, il y avait toujours une ou plusieurs personnes qu'on indique, qu'on désigne comme ayant l'autorité, en fait, pour trancher les litiges, pour dire ce qu'est le droit, et cetera. En France, c'était le cas à l'époque de la Gaule, donc autrefois, donc avant la colonisation romaine, donc avant le 1er siècle avant Jésus-Christ, en fait, même les années, le 1er siècle après Jésus-Christ. Avant ça, il y avait des druides, donc on était la Gaule, et il y avait des druides, en fait, qui étaient à la fois des chefs spirituels, mais aussi qui avaient, et qui étaient les seuls dans la communauté du village gaulois ou de la société gauloise, qui étaient les seuls, en fait, à pouvoir dire le droit et à interpréter le droit. Si vous allez en Australie, il y a les mêmes choses aujourd'hui encore au sein des communautés aborigènes, où on désigne des personnes qui ont l'autorité, qui sont les seuls à avoir l'autorité pour
pour dire ce qu'est en fait la vérité juridique, etc., au sein de la société. Et ça, vous l'avez dans beaucoup de sociétés. Ça existait, c'était quasiment la situation générale autrefois. C'est le cas encore aujourd'hui dans certaines sociétés. On fait référence, en fait, pour connaître le droit, on va se référer à des personnes qui ont l'autorité pour interpréter le droit. Cette tradition est restée aujourd'hui sous une autre forme, maintenant qu'on a du droit écrit, qu'on a des lois qui sont écrites, des constitutions qui sont écrites, etc. Cette tradition de l'autorité, de la personne autorisée pour dire le droit, elle est restée aujourd'hui dans nos sociétés même modernes, sous la forme de ce qu'on appelle la doctrine juridique. La doctrine juridique, c'est l'ensemble des juristes qui écrivent dans des revues juridiques, c'est-à-dire des revues de recherche, des revues, ce qu'on appelle des revues scientifiques, même si quand on parle de droit, on peut plus difficilement parler de science et de scientifique, etc. Mais en gros, c'est des revues juridiques qui sont lues par les chercheurs en droit et dans lesquelles vont écrire essentiellement des chercheurs en droit. Alors pas que, ça peut être aussi parfois des avocats, etc. Mais ce sont des gens dont le métier, c'est tous les jours de lire le droit, d'étudier le droit, de comprendre le droit et ensuite de publier leurs avis sur le droit dans ces revues juridiques. C'est une démarche de chercheur, en fait, de recherche en droit. Et on considère que la doctrine, tout ça c'est la doctrine juridique, elle est autorisée à interpréter le droit. Alors, on ne peut pas poser une question à la doctrine de manière générale, parce qu'en fait, ce sont des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui écrivent dans ces revues juridiques dans le monde. On ne peut pas demander à la doctrine. En revanche, ce qui va être compliqué, ça va être de trouver les personnes membres de la doctrine qui sont les mieux à même de répondre à nos questions. Et c'est là le deuxième point. Après le premier point, il faut faire appel à un juriste. Le deuxième point, c'est trouver le juriste. Et ça, c'est une tâche qui est particulièrement compliquée. C'est une tâche qui est particulièrement compliquée parce que vous avez été confronté sans doute déjà à la difficulté de trouver un expert sur le climat, par exemple, pour répondre à des questions, quand vous publiez un article, etc. Quand on fait la vérification des faits, il faut trouver des experts qui vraiment ont la confiance, des experts qui sont, si on parle des questions climatiques, vous n'allez pas poser des questions à des experts qui nient le changement climatique. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'experts sérieux qui nient le changement climatique. Si vous trouvez un expert qui nie le changement climatique, c'est probablement vous avez mal vérifié la compétence de cet expert. Donc, quand on cherche un expert, c'est toujours compliqué parce qu'on va devoir dépendre d'une tierce personne qui a un savoir que nous, on n'a pas. Le risque, c'est donc qu'on soit manipulé par cette personne-là, qu'on fasse une erreur en faisant un appel à une personne qui, en réalité, n'a pas le savoir qu'elle prétend avoir. Et c'est toute la problématique aussi avec les juristes. Trouver des juristes compétents, des juristes qui sont indépendants et des juristes qui sont disponibles. On va voir ces 3 points. En réalité, on va voir surtout les 2 premiers parce que le troisième, c'est un problème général à tout expert, enfin à tout le monde, il faut trouver des gens disponibles. Ça, on en parlera à la fin. Faire appel donc d'abord à des juristes compétents. C'est pas évident parce que il faut d'abord partir du principe qu'il faut faire appel à un juriste qui est chercheur. Un chercheur qui est affilié à un centre de recherche, dans une université, publique ou privée, mais un centre de recherche. On verra pourquoi un chercheur en droit en particulier et pas forcément un avocat, par exemple. On verra ça tout à l'heure sur la question de l'indépendance. Mais partons de notre chercheur. Il faut trouver un chercheur affilié à un centre de recherche, mais une fois qu'on a trouvé ce chercheur,
Ça n'est pas forcément suffisant parce que des chercheurs en droit, il y en a plein, des gens qui sont, maîtres de conférences, professeurs, enseignants à l'université et cetera et qui sont membres d'un centre de recherche, il y en a beaucoup. Le tout, ça va être de trouver quelqu'un, qui est compétent. Alors d'abord, on va vérifier ses publications. Est-ce que le chercheur publie des articles dans des revues juridiques? Quelle est la qualité de ces revues? Est-ce que ce sont des revues uniquement disponibles en ligne, mais qui sont aussi publiées sous format papier? Est-ce que ce sont des revues à comité de lecture? On va vérifier aussi que le sujet sur lequel le chercheur publie est bien conforme au sujet sur lequel on travaille et sur lequel on va lui poser des questions. Donc ça, il va falloir faire des vérifications soi-même sur la qualité du chercheur. On vérifie aussi le sujet de thèse de doctorat du chercheur. S'il est chercheur, c'est que forcément, il ou elle a fait une thèse de doctorat. Alors, on peut être chercheur sans avoir fait de thèse de doctorat, c'est plus rare, mais en tout cas, on a forcément publié des articles, on publie forcément des articles dans des revues. Donc, on vérifie son sujet de thèse, qu'il ne soit pas complètement différent par rapport à la question qu'on va lui poser. Il faut également vérifier que le chercheur enseigne toujours la matière dans l'enseignement supérieur. Alors ça, c'est pas anodin, c'est pas, quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Un chercheur, il enseigne. Pourquoi est-ce que c'est important de faire appel à un chercheur qui enseigne? Parce qu'un chercheur qui ne fait que publier dans des revues, c'est une chose. Un chercheur qui enseigne, c'est un chercheur qui est obligé, à chaque fois qu'il donne des cours, de se mettre à jour. Et donc du coup, vous pouvez avoir publié un article important sur le sujet que vous traitez. Enfin, comment dire? Vous pouvez faire appel, je vais dire autrement, vous pouvez faire appel à un chercheur qui a publié un article sur votre sujet, sur lequel vous devez faire une vérification, il y a 2 ans, par exemple, ou 3 ans. Mais il n'empêche qu'entre temps, peut-être que l'état du droit a changé et si il n'enseigne pas cette matière-là, le chercheur, si ça se trouve, une fois qu'il a écrit son article, il est passé à autre chose, et il ne s'est plus du tout mis à jour. Ce que font beaucoup de chercheurs. Une fois qu'ils ont publié un article sur un sujet, ils passent à un autre sujet. Et donc, ils ne se mettent plus à jour sur le sujet sur lequel ils ont publié. Donc, c'est important de s'assurer qu'il a publié sur le sujet, mais qu'en plus, il ou elle enseigne cette matière-là à l'université. Comme ça, on est sûr que chaque année, il est obligé de se mettre à jour. Donc, tout ça, ce sont des prérequis. Quand on fait l'appel à un chercheur, on vérifie ces choses-là. Si vous n'avez pas les informations en ligne, vous trouvez un chercheur, vous l'appelez et vous lui demandez: «Est-ce que vous enseignez bien toujours cette matière? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des articles que vous avez publiés, dans des revues sur ce sujet-là?» et cetera. Vous lui demandez les informations. Mais il faut vérifier, à mon avis, le pédigré du chercheur, c'est extrêmement important. Nous, au surligneur, quand on fait appel à des chercheurs externes, on va vraiment faire ce travail de recherche systématiquement. Alors je sais que tous les journalistes ne le font pas, parce que ça prend du temps, parce que c'est compliqué, puis on est trop content quand on a trouvé quelqu'un qui peut nous répondre, eh bien, de prendre sa réponse. Mais malgré tout, ça me semble assez important. Bon, ça, c'est la première étape. Ensuite, on vérifie aussi que le chercheur est compétent dans la matière concernée. Alors, quand on parle du droit, le droit, c'est une discipline qui est très vaste. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat à la Sorbonne sur le droit de l'Union européenne. La plupart de mes amis et ma famille, pendant des années, n'ont pas arrêté de me poser des questions sur, les assurances, le divorce, l'héritage, et cetera. Et je ne sais rien à tout ça. Alors je sais qu'il y a des choses que j'ai vues en cours, en première, deuxième, troisième année, mais j'ai jamais vraiment travaillé en profondeur sur ces questions-là. Donc je suis incompétent, en fait, sur beaucoup de questions en droit. En réalité, sur la plupart des questions en droit, je suis incompétent. Sauf le sujet sur lequel j'ai travaillé. Et donc ça, il faut avoir conscience de ça. C'est un peu comme les médecins. Vous n'allez pas appeler un médecin généraliste et lui poser des questions très précises sur le cancer. Parce que le médecin généraliste, lui, il est généraliste, il n'est pas spécialisé sur la question des cancers. Il pourra peut-être vous donner quelques réponses, mais le généraliste, il n'a pas lu les dernières publications les plus à la pointe des recherches sur le cancer, et ainsi de suite. Il ne sait pas tout ça.
quelques grandes notions, beaucoup plus que vous sans doute et que moi, évidemment, mais ça n'est pas la bonne personne pour vous répondre. De la même manière, vous n'allez pas demander à un médecin spécialiste du cancer de vous répondre à des questions sur, je ne sais pas moi, sur des questions sur la chirurgie, par exemple, la chirurgie esthétique. Vous voyez? 2 choses complètement différentes. C'est pareil pour le droit. Le droit, c'est une discipline. Alors, c'est une discipline que l'on divise en général en 2 ou 3 branches. Il y a les 2 branches les plus connues qui sont le droit public et le droit privé. Et donc, quand on est juriste, on est en général publiciste ou privatiste. On est souvent l'un ou l'autre. Et puis, il y a ce qu'on appelle, il peut y avoir une troisième branche, certains la considèrent comme une troisième branche, d'autres non, qui est le droit mixte, c'est-à-dire un droit qui est parfois à la fois privé et public, ou ni privé ni public, qui est un peu entre les deux. Bon, ça, certains considèrent qu'il y a du droit mixte, pas toujours. Bon, on peut considérer qu'il y en a, c'est pas très important. Vincent? Ou désolée, je vous interromps, mais on a une question sur le chat, qui, est une question de Pascal, qui demande s'il faut nécessairement être juriste pour faire du legal checking. À mon sens, tout journaliste peut faire du legal checking. Mais de la même manière qu'un journaliste qui fait du fact-checking sur des questions scientifiques va devoir faire appel à un expert scientifique, le journaliste qui fait du legal checking va devoir faire appel à un expert juridique. Donc en fait, si vous êtes journaliste, si vous êtes fact-checker, vérificateur des faits, vous pouvez faire du legal checking. Mais simplement, vous allez devoir faire appel à un juriste. Voilà. D'où l'intérêt un petit peu de ce que je dis là, c'est-à-dire que la difficulté maintenant, si vous devez faire appel à un juriste, c'est quel juriste? Et donc arriver à trouver le juriste compétent, c'est pas facile. Donc on identifie du coup, les branches, du droit, et si la question sur laquelle je dois faire un article, je dois publier un article, ça concerne plutôt du droit public ou du droit privé, ou du droit mixte, je vais faire appel à un chercheur qui est soit publiciste ou privatiste, ou mixte. Alors, comment savoir si le sujet que je traite, c'est du droit public, privé ou mixte? Eh bien, parce que chaque branche du droit est divisée en elle-même en matières. Dans le droit public, vous avez notamment, alors j'ai pas tout mis, le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit des finances publiques, c'est-à-dire le budget de l'État, ce qui comprend aussi le droit fiscal, et puis vous avez aussi le droit international public, les traités internationaux, etc. Dans le droit privé, je prends tout en bas, vous avez le droit civil. Le droit civil, c'est tout ce qui est héritage, mariage, les contrats entre les personnes, etc. Le droit commercial, la procédure civile, le droit international privé. Le droit international privé, c'est la même chose que le droit civil, mais au plan international. C'est-à-dire que vous êtes au Mali, vous vous êtes marié avec un ou une américaine et vous voulez divorcer. Est-ce que c'est les règles du divorce malien ou américain qui s'appliquent? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du droit international privé. Donc c'est du droit civil, mais international, ou du droit commercial, mais international. Donc, il va falloir trouver en fait dans quelle matière vous êtes pour pouvoir bien identifier le chercheur, le juriste que vous allez contacter. Après, vous avez du droit mixte. Alors, le droit fiscal, beaucoup considèrent ça comme du droit mixte parce que c'est parfois public, parfois privé. Ça dépend. Moi, je considère que c'est plutôt du droit public, mais bon, bref, c'est pas très grave. Si c'est du droit fiscal, vous faites appel à un juriste fiscaliste. Vous avez le droit pénal, vous avez le droit judiciaire privé, le droit du travail. Ce sont des matières qui sont souvent considérées comme étant du droit privé, mais qu'on peut mettre aussi dans le droit mixte. Voilà, donc ça, c'est les matières principales en droit qui vous permettent de savoir si vous avez un politicien ou une politicienne qui fait une déclaration que vous voulez vérifier, eh bien, vous allez pouvoir considérer que c'est telle ou telle matière en droit. On va prendre des exemples que je vous avais donnés tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel n'a pas autorisé les squatteurs à poursuivre le propriétaire d'un logement mal entretenu. Alors là, dans quelle matière on est? Est-ce qu'on est dans du droit constitutionnel? Donc on va faire appel à un juriste constitutionnaliste, spécialiste de droit constitutionnel, qui est donc publiciste. Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans du droit du logement, du droit de la propriété, ce qui est plutôt du droit civil?
c'est plutôt des questions de droit civil. Bon, et donc du droit privé. Donc on ne fera pas appel au même juriste. Bon, bah là, à mon avis, on fait plutôt appel en fait à un juriste de droit privé, parce que c'est sa matière, il connaît bien, et cetera, donc il pourra interpréter la décision du Conseil constitutionnel. On peut aussi faire appel à un spécialiste de droit constitutionnel, pourquoi pas, mais peut-être qu'il faudrait faire les 2 là, pour le coup. Si je prends comme exemple, ici Jean-Luc Mélenchon, l'apologie du terrorisme, c'est le soutien inconditionnel du gouvernement aux crimes de guerre à Gaza. Là, ça, on est clairement sur du droit international public. Les questions de crimes de guerre, c'est la Cour pénale internationale, c'est du droit international public, tous ces trucs-là. Ou du droit pénal international. Donc c'est du droit international public ou du droit mixte, éventuellement du droit pénal mixte. Mais souvent, ceux qui font du droit pénal font pas trop de droit international. Donc ils font plutôt du droit pénal interne. Donc il faut vraiment trouver un juriste ici qui fasse du droit international pénal. Il faut en trouver un spécialiste de la Cour pénale internationale, par exemple. Mais quand on parle d'apologie du terrorisme, c'est du droit national, parce qu'il n'y a pas de définition internationale de ce que c'est que le terrorisme. Donc, mais il y a probablement une définition nationale de ce qu'est le terrorisme. Donc là, un professeur, un juriste en droit pénal national peut aussi vous répondre. Donc, un pénaliste et un internationaliste pourront faire l'affaire. Inscrire l'IVG dans la Constitution va-t-il vraiment apporter une garantie juridique supplémentaire? Alors ici, on est sur des droits qu'on va appeler, alors c'est du droit constitutionnel parce que c'est inscrire un droit dans la Constitution, donc on va pouvoir faire appel à un constitutionnaliste, mais on est aussi dans ce qu'on appelle les droits bioéthiques. Ça fait partie des droits civils. Alors du coup, c'est tout ce qui est les droits relatifs à l'avortement, relatifs au suicide assisté, relatifs aussi à la gestation, l'accouchement, la filiation, etc. Tout ça, c'est le droit civil. Droit civil et dans lequel on a des questions de droit bioéthique. Donc, on va faire appel à un civiliste. Mais comme on est dans la Constitution aussi, le civiliste, il n'est pas spécialiste de la Constitution. Donc le civiliste, il saura comment fonctionne le droit à l'avortement, etc. Mais en revanche, il ne saura pas quelles sont les implications de l'inscription dans la Constitution de ça. Donc il faudra aussi appeler un constitutionnaliste ou une constitutionnaliste. Dernier exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes peut-elle vraiment se retirer du dispositif zéro artificialisation nette, comme l'a annoncé Laurent Wauquiez? Là, c'est une loi en matière de protection de l'environnement et protection des sols qui s'applique aux collectivités locales, aux régions. Donc, il va nous falloir un juriste spécialisé en collectivité locale, mais aussi un juriste spécialisé en droit de l'environnement. Donc, en fait, très souvent, en droit, il nous faut 2 spécialités différentes. Voilà pour un petit peu des exemples d'arriver à identifier les bonnes matières, le bon juriste. Et encore une fois, s'il vous faut identifier le juriste compétent, c'est parce que vous n'êtes pas le juriste compétent. Vous êtes en fait journaliste et vous devez faire appel à un expert. Il faut bien choisir son expert ici. Mais même moi qui suis journaliste aujourd'hui, mais aussi juriste, j'ai une formation de juriste, dans la plupart des articles qu'on publie au Surligneur, je ne suis pas compétent pour avoir la réponse à la question qui est posée. Donc, je fais appel à des juristes qui, eux, sont compétents dans ces matières-là. Il faut aussi que le juriste, en plus d'être compétent, il faut qu'il soit indépendant. Et ça, c'est une question qu'on a et qui se pose pour nous, journalistes, à chaque fois qu'on fait l'appel à un expert. C'est la problématique, je dirais, principale de l'expert. Est-ce que l'expert auquel on fait appel est vraiment indépendant? Parce que si l'expert n'est pas indépendant, il a beau être le plus compétent du monde sur le sujet, la réponse qu'il va vous donner ne sera pas digne de confiance. Elle sera peut-être vraie, mais vous ne pourrez jamais vraiment savoir si elle est vraie. Et donc du coup, vous ne pouvez pas faire confiance à un expert, à un juriste donc ici, dont on ne peut pas s'assurer de l'indépendance. Comment fait-on pour, avoir un juriste indépendant? Et là, vous allez voir que ça a beaucoup réduire, les juristes qu'on peut contacter pour, publier un article de legal checking.
Il faut un juriste qui n'a pas de conflit d'intérêt. Alors là, très clairement, quand vous appelez le juriste, vous lui posez la question. Avez-vous des conflits d'intérêts sur ces sujets-là? Est-ce que, par exemple, vous avez des contrats, alors comme vous demanderiez à un médecin, avez-vous des contrats avec un laboratoire pharmaceutique quand vous l'interrogez sur un vaccin ou sur l'efficacité d'un médicament? Bah, évidemment. Le juriste, si vous l'interrogez sur est-ce que vous considérez que le Hamas est une organisation terroriste ou pas, demandez avant au juriste est-ce qu'il a des conflits d'intérêts là-dessus, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il est avocat et est-ce qu'il défend des organisations comme le Hamas. Alors peut-être pas directement le Hamas, mais des organisations équivalentes. Alors dans le monde, hein, il y en a toute une série, que ce soit, je sais pas moi, on pourrait dire les Frères musulmans, on pourrait dire le Front Polisario, on pourrait dire en fait des mouvements politiques qui peuvent avoir une coloration religieuse plus ou moins importante, ou même pas du tout, mais ou alors un mouvement de libération, ou autre, etc. Si vous défendez ce genre de groupe, ben forcément, votre réponse sur le Hamas, elle va peut-être être orientée. Parce que vous êtes avocat et vous avez des clients à défendre, et donc si vous ne voulez pas vous tirer une balle dans le pied avec un journaliste qui publie une citation de vous ou un article qui dit que quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'intérêt de vos clients. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça que les avocats, de manière générale, à mon sens, il faut éviter. Parfois, c'est bien. Alors, on peut faire appel à un avocat parfois parce qu'on n'a que ça et puis vraiment on ne peut pas faire autrement. Puis l'avocat, on a vérifié, il n'y a pas de conflit d'intérêt, il est bien compétent sur la matière, donc on peut faire. Mais à mon sens, il vaut mieux éviter parce que en fait, vous arriverez jamais à trouver, ou très rarement, quasiment jamais à trouver un avocat compétent et indépendant. Parce que s'il est compétent sur le sujet qui vous intéresse, ça veut dire qu'il travaille sur le sujet qui vous intéresse. Et s'il travaille sur le sujet qui vous intéresse, ça veut dire qu'il a des clients sur le sujet qui vous intéresse. Donc moi je ne vois pas de cas de figure dans lesquels un avocat spécialisé par exemple en droit de l'environnement et que vous appelez sur une question environnementale est complètement indépendant. Parce que forcément, il a des clients qui soient pro ou anti-environnement, enfin que ce soit une entreprise qui pollue ou au contraire une association qui milite contre l'entreprise qui pollue, il n'empêche qu'il est dans un camp. Donc c'est pas moi je trouve que c'est l'avocat, c'est quand même à prendre avec énormément de précautions. On fait donc appel le plus souvent à des professeurs, à des chercheurs. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont membres d'un centre de recherche, etc. Mais il faut faire attention parce que le chercheur n'est pas exempt de conflits d'intérêts. Certains professeurs, certains chercheurs ont des activités au sein de partis politiques ou au sein de gouvernements, surtout dans le domaine du droit, où on manque très souvent d'experts juridiques de haut niveau, et donc du coup, un gouvernement va missionner tel professeur de droit qui est connu, qui enseigne à l'université, telle université du pays, etc. On va lui demander de faire un rapport sur tel sujet ou de faire partie de telle commission, je ne sais pas, de réflexion sur l'avenir de la Constitution, sur. Donc, il faut faire attention parce que les professeurs de droit ou les chercheurs en droit, ça arrive qu'ils aient ce genre de conflit d'intérêts. Ça arrive aussi que les chercheurs en droit, qui sont à l'université pas très bien payés, pour arrondir leur fin de mois, fassent des consultations auprès de cabinets d'avocats ou auprès d'entreprises. Parce que c'est souvent assez rémunérateur et ça permet aussi voilà, d'améliorer sa pratique, et cetera. Donc ça, faut pas hésiter à le demander aux chercheurs. Est-ce que vous avez des liens d'intérêt sur le sujet sur lequel je vous interroge? Est-ce que vous êtes, membre d'un parti politique? Est-ce que vous avez, par exemple, alors c'est la question des positions idéologiques, donc je parle juste en dessous. Est-ce que vous avez publié des tribunes dans la presse sur ce sujet-là? Des tribunes orientées? Moi, je me souviens, par exemple, en France, lorsqu'il y a eu le débat sur la loi sur le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage pour les homosexuels, les personnes de même sexe, il y a eu des professeurs de droit très réputés et très respectés qui ont publié les tribunes dans la presse pour dire que faire passer une telle loi, c'était contre nature, c'était voilà, ça portait atteinte à la nature humaine, à l'ordre des choses, etc. Mais là, ces professeurs de droit
on peut très bien les respecter du point de vue du droit, mais sur ce sujet, ils disent n'importe quoi. Parce qu'un juriste, il ne s'exprime pas sur la nature des choses ou sur la nature humaine, il s'exprime sur le droit. Donc, on n'en a rien à faire, en fait, quand on est juriste, de savoir si c'est dans la nature humaine de permettre ou pas de permettre à des personnes de même sexe de se marier. La question, c'est est-ce que le droit le permet ou pas? Est-ce que la Constitution le permet ou pas? Est-ce que, etc. Un raisonnement purement juridique. Donc aujourd'hui, sur une question de mariage entre personnes de même sexe ou même d'adoption par les personnes de même sexe, etc., jamais, moi, j'irai faire appel à un juriste qui a publié ce genre de tribune. De la même manière que je n'irai pas faire appel à un juriste qui a publié à une tribune militant pour le mariage entre personnes de même sexe ou militant pour etc., en disant que c'est dans la nature des choses que les personnes de même sexe puissent se marier. Non, parce que ce n'est pas un raisonnement juridique. Et là, ces juristes ont donc une prise de position idéologique sur leur sujet, et ce qui, du coup, n'est pas recevable. Ils ne sont pas indépendants. Bien. On a, et ça, c'est des questions qu'on a surtout, enfin des questions de position idéologique qu'on a surtout sur les questions de bioéthique. Les questions de bioéthique, c'est-à-dire tout ce qui est recours à la gestation pour autrui, donc les mères porteuses, ce qui est sur les questions de suicide assisté, les questions aussi d'avortement, sur les questions d'utilisation de clonage, tous ces trucs-là, souvent les juristes, c'est très difficile d'avoir des juristes pas militants. On a beaucoup de juristes militants anti et de militants pour dans ces sujets-là. C'est un peu compliqué d'avoir des gens un peu indépendants, un peu autonomes. Voilà, donc ça, il faut faire assez attention. Si vous avez des doutes, malgré toutes ces vérifications, faites appel à d'autres juristes et vous multipliez les sources. Si vous regardez l'article de TF1 dont je vous parlais tout à l'heure, et je vais finir avec ça. Attendez, l'article de TF1. Voilà. Est-ce que si on inscrit l'avortement dans la Constitution, est-ce que oui ou non, ça va être irréversible? Eh bien, là, je vous ai mis uniquement le début de l'article, mais dans l'ensemble de l'article, ils font appel à 4 professeurs de droit qui donnent tous un avis qui va dans le même sens. Et les professeurs de droit auxquels ils font appel, alors moi c'est des gens que je connais, il y en a, je sais, ils sont plutôt de sensibilité de gauche, d'autres sont plutôt de sensibilité de droite. Donc ils ont essayé de panacher un peu sur des questions aussi sensibles que celles-là, des questions bioéthiques, des questions de société, etc. Faire très attention et s'assurer que ben, si on contacte plusieurs professeurs de droit, plusieurs juristes, ils vont nous donner la même réponse. S'ils ne nous donnent pas la même réponse, ben, il faudra chercher à comprendre qui a raison et pourquoi ils ne donnent pas la même réponse. Peut-être qu'il n'y a pas de vérité absolue, peut-être qu'il y a effectivement une marge d'interprétation, dans ces cas-là, il faut le dire, un tel pense ça, un autre pense ça, mais surtout, si vous, votre travail de journaliste, c'est aussi de dire, un tel pense ça, et son opinion et sa position a plus de poids, parce qu'il est plus crédible qu'un autre qui pense le contraire. Et ça, c'est votre travail de faire ça. De dire à vos lecteurs, ben, il y a 2 opinions et elles ne se valent pas forcément. Donc voilà, donc ça c'est tout ce travail que vous aurez fait de vérification de la compétence et de l'indépendance du chercheur, du juriste, qui fera que vous serez en mesure de dire, bah, de faire cette évaluation-là. Voilà, quoi qu'il en soit, vous êtes journaliste, vous faites un travail de journaliste et vous devez, même si un expert, un juriste vous assure la loi dit ça, vous devez quand même aller vérifier. Aller vérifier dans la loi qu'elle dit bien ça et de toute l'explication qu'il vous donne, vérifiez malgré tout que c'est plausible ce qu'il vous dit. Lorsque vous faites vos propres vérifications en allant lire un traité, en allant lire la Constitution, etc., que vous-même, vous pouvez, par rapport à ce qu'il vous dit, vous forger votre propre interprétation et que, a priori, ce que dit l'expert est compatible avec ce que vous voyez, avec ce que vous lisez. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour éviter de vous faire embobiner par des juristes ou par des chercheurs qui peuvent avoir un agenda idéologique ou politique derrière. Dernier point, il faut que ce soit un juriste disponible. Bon, ben ça,
j'ai envie de dire. C'est la question à laquelle nous faisons tous face quand on fait appel à un expert qui puisse nous répondre, qui soit disponible dans la journée, etc. Sachant que le problème souvent des juristes, c'est qu'ils vous disent je peux vous répondre, mais alors déjà, il est peut-être pas disponible et il a peut-être et sans doute besoin de faire quelques recherches avant de vous répondre pour s'assurer de ne pas vous dire de bêtises. Et donc, avoir un juriste disponible, ça, c'est l'autre défi. Mais je veux dire, c'est rien de très différent par rapport à ce que on fait tous par ailleurs. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Je voudrais juste revenir au standard une dernière fois pour voir s'il y a des questions. Sophie attend des questions. Alors, oui, alors en l'occurrence, il y en a une, la mienne. J'ai, écouté avec attention ce que vous disiez Vincent sur la notion de confiance. Il y a quelques minutes, vous parliez de confiance et justement, je me demandais si, le fait d'utiliser la loi, les articles de loi, d'utiliser les compétences de juriste, et donc de s'appuyer sur ça suffisait à susciter la confiance des publics? Ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses qui font que vos lecteurs auront confiance dans ce que vous dites. Déjà, le contenu de l'article lui-même, c'est-à-dire que quand vous faites appel à un expert, à un juriste que vous citez, pensez à dire en quoi ce juriste est crédible, est compétent. Il a publié tel article ou tel livre, etc., ou il est chercheur en telle université. Il faut toujours établir la crédibilité du chercheur auquel vous faites appel. Après, il y a la question aussi de la confiance que les gens ont dans votre média de manière générale. Et c'est une confiance qui, évidemment, s'acquiert sur le long terme. Et donc, pour ça, bah, je veux dire, il y a des recettes très différentes, hein, mais la qualité des articles que vous publiez en général, la transparence de vos sources, le fait que vous signez vos articles, que lorsque vous faites des erreurs, eh bien, vous puissiez reconnaître que vous faites des erreurs, que vous permettiez à vos lecteurs de vous écrire pour, etc. La confiance, elle se construit de manière générale avec vos lecteurs. Et le simple fait de citer une loi, certes, c'est un élément de confiance, mais ça n'est pas suffisant. Il y a vraiment tout l'écosystème autour de votre média, qui est votre média lui-même et autour du média qui permet d'établir une confiance pleine et entière. Voilà. Merci beaucoup Vincent. Si, tant est qu'on a, des, questions qui nous arrivent, on se permettra de vous les faire, passer. En attendant, la vidéo de la formation sera bientôt disponible sur Odile et je vous remercie vraiment Vincent pour, toutes ces informations, notamment les conseils pratiques qui, j'en suis sûre, aideront beaucoup, beaucoup, les participantes et participants. Merci à tous pour votre participation et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire sur le site des surligneurs. Il y a notre contact à tous qui est disponible, donc n'hésitez pas à nous écrire. Eh bien, merci beaucoup et puis à bientôt sur Odile. Au revoir Vincent et au revoir à tous.